Bonjour Madame Rouquet, j'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Rise up and see the light. Rise up and see the light. Feeling of being alive. Feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 janvier. Je vous précise la date de l'enregistrement de cette émission parce que l'actualité, tout aussi galopante que la pandémie, va peut-être démentir quelques informations de cette émission. Car c'est l'INSERM qui le dit, le variant britannique sera dominant dans notre pays en mars, avec les conséquences que l'on peut supposer. Nicolas Leblanc, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes médecin de santé publique et co-animateur de cette émission et inquiet comme tous les acteurs de santé? Bah oui, parce qu'on voit un virus qui galope, une épidémie qui nous embête depuis plus d'un an et ce n'est pas une grippette. Et puis alors que la vaccination suscite beaucoup d'espoir, on voit les variants anglais, sud-africains, brésiliens qui arrivent et on parle de mutations. Quels vont être les impacts de ces mutations sur l'épidémie? C'est toutes les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Ce SARS-CoV-2 paraît sans limite. Alors nous avons fait appel à deux spécialistes incontestés de virologie. Le professeur Vincent Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université et cofondateur du réseau Aubépine. Professeur Yves Godin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes virologue, responsable de l'équipe de biologie intégrative de la cellule de Gif-sur-Yvette. C'est compliqué, mais c'est ça? C'est le CNRS. C'est le CNRS, bon. Première question, messieurs, je vous la pose à tous les deux, on va commencer par Yves parce qu'il est plus près de moi. Vous êtes inquiet devant le développement inhabituel de ce virus? Je pense que l'inquiétude est là depuis le départ. Il y a des espoirs avec la vaccination, mais on voit bien que ça va prendre du temps, de toute façon. Il y a effectivement les variants qui peuvent poser problème et qui pourraient contrecarrer partiellement ou ralentir le développement d'une immunité collective qui est nécessaire. Donc oui, on peut être inquiet. Je pense que l'hiver va être très compliqué. On n'a fait qu'un mois d'hiver, il en reste 2. Et je pense que on peut espérer qu'au printemps, on retrouvera une vie un peu plus normale, mais je ne crois pas que les gestes barrières, on pourra les relâcher. Saisonnier ce virus alors puisque saisonnier, il faut attendre qu'il y ait 2 saisons au moins qui se passent pour commencer à le voir. On avait le sentiment d'être. Oui, on avait le sentiment qu'il reviendrait avec les temps frais, humides, enfin ceux qu'on connaît pendant l'hiver. Donc ça, je pense que là, on est à peu près tous d'accord. Sur l'inquiétude, je pense qu'il y a une dimension qu'on oublie un petit peu. On est très franco-centralisé, voire europo-centralisé. Il y a une problématique qui va se poser, c'est que contrôler ce virus, ça va être contrôlé en France autant qu'on peut avec le vaccin, avec d'autres outils, mais il va continuer à évoluer parce que ces mutations font partie de son schéma naturel de réplication et il va falloir faire attention à ce que dans le monde entier, on prenne des mesures qui permettent de juguler le virus. Sinon, il va revenir en boomerang, peut-être sous des formes différentes. Et quand on parle de saisonnalité, on pense à la grippe et on pense à ce qui se passe avec les virus grippaux qui reviennent très régulièrement sous des formes différentes. Donc ça va être aussi, dans l'avenir, un point de vigilance. D'ailleurs, effectivement, on parle beaucoup des doses, la France et tout ça, mais que vont faire les pays comme l'Afrique ou les pays pauvres? On entend que le Maroc attendait des doses qui sont décalées en particulier, puis il y a des pays qui n'ont pas commencé. Donc pour les téléspectateurs, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste une mutation virale et comment cette petite bébête, ce virus, s'adapte grâce à ce mécanisme-là? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réplication des génomes viraux, le génome viral, c'est son ARN qui est constitué d'environ 30 000 nucléotides. Donc la réplication des génomes viraux à ARN est extrêmement infidèle. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut dire que statistiquement, à chaque fois qu'un nouveau génome est synthétisé, il a une petite différence. Donc ça va se traduire par une mutation qui peut être alors silencieuse, mais qui peut aussi avoir un impact sur une des protéines. Et donc, en fait, ces mutations, donc c'est le quotidien du virus, si on veut. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est après, est-ce qu'elles vont être sélectionnées ? Il y a des mutations qui sont délétères, c'est-à-dire qui donnent un désavantage au virus. Donc en fait, ces mutations-là ne vont pas être sélectionnées, elles vont disparaître dans la population, elles ne vont pas s'accumuler tout au moins. Et puis, il y a celles qui sont neutres, alors là, il n'y a pas tellement non plus d'impact, mais ça contribue à la diversification progressive, parce qu'à partir du moment où on a des mutations neutres, on va pouvoir en rajouter d'autres derrière qui deviendront peut-être favorables. Et puis, il y a d'ores et déjà, celles qui sont favorables, et là, ça va conduire à l'émergence d'un variant qui va mieux circuler, et c'est ce qui se passe avec le variant anglais, qui circule mieux. Il a été sélectionné
pas pour des raisons qu'on ne comprend pas encore très bien, mais en tout cas, il a un avantage sélectif et donc il est en train de prendre le dessus. Vincent, on entend depuis le début que c'est normal, des mutations, qu'il y en a déjà eu plein sur ce virus. Pourquoi d'un seul coup, des mutations deviennent inquiétantes ? Alors, en fait, elles nous inquiètent depuis le début. C'est-à-dire que d'un point de vue médiatique, on en parle beaucoup plus. Mais d'abord, pour savoir si elles sont inquiétantes, il faut être en mesure de les dépister. Il faut quand même bien voir qu'on n'est pas forcément en mesure aujourd'hui de dépister toutes les mutations et a fortiori celles qui ont une dynamique un peu particulière. Il y en a qui ont fait parler déjà au début de l'année. Il y a une fameuse mutation qu'on appelait D614G qui est devenue, en fait, qu'on a retrouvée. C'est une mutation qu'on a retrouvée brutalement en l'espace de quelques mois sur quasiment toutes les souches dominantes dans le monde. Donc celle-là, elle a été sélectionnée. On a essayé de comprendre ce qui se passait. Il faut comprendre surtout que l'avantage sélectif, et ça, c'est pas toujours très clair pour les gens, l'avantage sélectif, c'est ce qui favorise le virus. C'est pas forcément ce qui est favorable ou défavorable chez l'hôte. Et donc, ce qui peut favoriser un virus, c'est de mieux se transmettre, pas forcément de rendre plus malade. Ça peut être une possibilité, mais on peut imaginer dans un cas extrême qu'un virus qui tuerait tout de suite son hôte ne serait fortement contre-sélectionné, parce qu'il ne pourrait pas se transmettre. Vous nous expliquez pourquoi il va changer ses caractéristiques. Vous dites virulence, contagiosité, mais c'est la caractéristique contagiosité qui est embêtante. Alors, elles sont toutes plus ou moins embêtantes. En fait, non, virulent, s'il est trop virulent, il va mourir. Alors, ça, c'est à nuancer, parce que plus virulent, ça veut dire, imaginez par exemple un virus qui provoque beaucoup plus de toux, ou qui ne vous invalide pas complètement, mais qui dure beaucoup plus longtemps sous une forme infectieuse dans la salive. Celui-là, il va avoir un avantage aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quoi finalement ? C'est la contagiosité. Donc là, on voit que c'est le cas du variant britannique, le variant sud-africain probablement, le variant brésilien à voir. On est quand même un petit peu là sur du prospectif. Deuxième point, la virulence. Ça on surveille, mais on n'a pas aujourd'hui de variant avec une virulence accrue. Et puis il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier, c'est l'impact que ça va avoir sur la réinfection des gens qui ont déjà été infectés par une forme classique, et puis la vaccination. Et c'est finalement un petit peu la même question sous deux angles différents. Et un quatrième point que les gens oublient un peu, c'est ce qu'on appelle le franchissement de la barrière d'espèce. C'est-à-dire que ces virus qui mutent, vont explorer éventuellement d'autres hôtes. Et on a vu notamment que chez les visons et d'autres autres animaux, il pouvait y avoir un aller-retour des virus avec des phénomènes de sélection. Alors, ces mutations sont fondamentales à suivre. Comment fait-on pour les suivre ? Est-ce qu'on a les moyens de les suivre et est-ce que nous allons avoir les moyens de les suivre ? Alors, en fait, les stratégies de détection sont basées essentiellement encore sur la PCR. Même si on commence à mettre au point les tests antigéniques, mais les tests antigéniques ne sont pas relevants dans ce contexte. Le problème de la PCR, c'est qu'on amplifie un morceau du génome et on ne sait pas s'il y a des mutations à l'intérieur de ce segment de génome. Donc il se trouve que le variant anglais, on a un petit contrôle parce qu'une des amorces qu'on utilise en PCR, à cause des mutations, ne marchait plus. Donc on voyait qu'il y avait un segment qui n'était plus amplifié. Donc ça nous permet très vite de regarder, effectivement, à partir du moment où on voit qu'un segment n'est pas amplifié, on vérifie si ce n'est pas le fragment anglais. Mais c'est vrai que l'Angleterre a découvert plus vite que nous ces variants parce qu'en fait, chez les Anglais, il y a une tradition de séquençage des virus respiratoires. Ça existe depuis longtemps. Ils ont une grande expérience de la grippe et on le fait aussi un petit peu en France, mais beaucoup moins. Quand je dis beaucoup moins, c'est vraiment des ordres de grandeur. Et donc, en fait, les Anglais, très vite, ont vu émerger des variants qui, en France, on n'était pas en moyen de le faire. Il se trouve qu'en France, on est resté pendant longtemps quand même sur quelque chose d'assez homogène. Et là, maintenant, le variant anglais est en train d'arriver. Mais c'est un enjeu mondial de pouvoir les détecter, ces mutations. Oui. Est-ce qu'il y a des travaux, des collaborations mondiales, comme il y en a eu sur les vaccins ? Alors, il y a une plateforme britannique qu'on appelle JZ, qui est là pour recueillir un maximum d'informations. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que la séquence qui importe. Il faut la séquence, mais il faut les informations qui vont autour. Où est-ce qu'elle a été détectée ? À quelle date ? Combien de personnes éventuellement ont été détectées ? Donc, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est à la fois séquencer, mais intelligemment, parce qu'il y a un coût. Pas l'oublier, sur le papier tout va bien, mais quand il faut payer, il faut trouver des moyens. Donc il y a un coût, il faut un séquençage intelligent, et une fois que la séquence est produite, il faut la mettre à disposition de la communauté internationale avec ces métadonnées. Et aujourd'hui, la France, technologiquement, sait faire, aussi bien que les autres, mais on n'a pas fait le choix stratégique, comme le disait tout à fait Yves, d'appuyer sur le séquençage. Or, le séquençage, c'est la seule façon d'avoir effectivement une visibilité sur ces nouveaux variants qu'on ne va pas détecter par les tests classiques pour la plupart. C'est clair qu'on n'a pas les machines. D'ailleurs, le professeur marseillais bien connu s'est dit « moi, j'ai les machines ». Alors, il y a des machines en France. On a de très belles plateformes de séquençage. Elles existent. Elles ne sont simplement pas aujourd'hui dédiées spécifiquement au suivi du variant. Donc, il faut organiser ces réseaux qu'on appelle des plateformes, ces réseaux de plateformes, et ensuite mettre en place les outils pour délivrer l'information en temps réel. Si on délivre l'information dans 6 mois, elle n'a plus d'intérêt. Oui. Je voulais juste quand même revenir sur la virulence. On a une certitude. On est quasiment certain que le variant anglais, il n'y aura pas d'impact, mais à partir du moment où il y a plus de malades, il y aura
si on garde la même virulence, on aura la même proportion. Enfin voilà. Par contre, sur le variant sud-africain, il y a une petite inquiétude. Oui. Il y a une petite inquiétude. C'est pas clair, mais il pourrait y avoir une légère augmentation de la pathogénicité, donc des gens plus malades, donc avec les problèmes que ça engendrerait. Là, on ne parle pas de virus on n'est pas sur Ebola, mais il suffit de passer entre 0,5 à 1% à entre 1 et 2%, on double tous nos chiffres et à la même. Il y a une autre chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est très très inquiétante, c'est que apparemment ces mutations rendent les enfants plus sensibles à la maladie. Or, rappelons-nous que l'Afrique est protégée contre la première vague de coronavirus parce que les gens étaient très très jeunes en Afrique. Là, il va se passer le phénomène inverse. Alors, on attend de confirmer chez les enfants. On sait que le variant peut infecter les enfants. Et effectivement, on sait que alors, quand on dit enfants, en plus, il faut faire attention parce qu'il y a des classes d'âge. Les enfants ne font pas, donc les plus jeunes, jusqu'à 6 ans en gros, ne font pas de forme grave, ça c'est vraiment bien établi. Et on le sait avec la forme classique. Pour le variant, on va attendre un petit peu, il n'y a pas de raison forcément que ça change. En revanche, on partait du principe, et c'est important pour les mesures sanitaires, que les enfants étaient à la fois moins sensibles globalement à l'infection. Il y a différentes hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'ils expriment peut-être moins le récepteur. Et puis peut-être transmettraient moins aussi, pour différentes raisons. Et une raison relativement simple, c'est que s'ils n'ont pas de symptomatologie, ils toussent moins. S'ils toussent moins, ils contaminent moins. C'est une des hypothèses. Alors là, la question, effectivement, c'est de regarder les enfants, parce qu'avec un variant qui a un potentiel de contagiosité plus important, évidemment, la cible enfant devient différente. Et là, la question va se poser très vite, puisque nos mesures sanitaires sont calées sur un dogme qui est les enfants contaminent moins, sont moins infectés. Si ce n'est pas tout à fait vrai, il faudra peut-être revoir ce dogme-là. Dont la doctrine testée, isolée, tracée est encore plus présente qu'elle n'était, et ce n'est pas la vaccination qui va arrêter cette technique. Je pense que l'isolement doit être remis en avant là. Ouais. Tester, isoler, ça donne l'impression aux gens qu'on attend le résultat du test pour s'isoler. Je rappelle qu'on est contagieux 2 jours avant les signes cliniques. Donc on a déjà commencé à contaminer avant d'avoir les signes cliniques. Et quand on a les signes cliniques, on contamine pendant 5, 7, voire même 10 jours. Et donc on s'isole si on a des doutes, si on a eu un contact, et on se fait tester. Ça va changer la durée d'isolement ou pas ? Pour l'instant, non, mais ça peut conduire à un changement. Et je voudrais aussi dire, attention quand même, on rappellera qu'il y a des faux négatifs, et que quand quelqu'un a les symptômes et que son test revient négatif, je conseille de poursuivre. Juste, vous êtes, vous les virologues, un peu, ça vous surprend qu'il y ait des gens qui disent qu'on va fermer les frontières ? C'est impossible de fermer les frontières à un virus. Moi, ce n'est pas le problème tellement de la fermeture des frontières, c'est que je m'étonne toujours de voir que quand on voit avant Noël, on a quand même les alertes sur le variant britannique, elles datent de décembre, on peut tout de suite, et alors on contrôle bien quand même certaines voies d'arrivée des gens qui vivent en Grande-Bretagne, en France, on aurait pu dire aux gens, vous arrivez, on vous isole, quoi. Et puis après, on voit. On voit aussi qu'un certain nombre de clusters, durant les vacances de Noël, sont liés à des gens qui ont circulé librement sur le territoire. Donc ça pose un problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Limiter les cas, ce qu'on appelle les cas d'importation. C'est pas, de toute façon une bonne idée, quelque part, si on a les outils pour le faire. Mais limiter, c'est pas dire aux gens, venez avec un test négatif, comme le disait Yves. Il y a une phase où on vient d'être infecté, mais le niveau de charge virale est insuffisant dans le nez pour être positif. Donc on est déjà en mesure probablement d'être infecté, on est en train de développer l'infection, mais on est négatif. Donc si les gens se font tester et que 24 heures après ils deviennent positifs, on ne le saura pas. Donc il faut à mon avis exercer une vigilance, et puis peut-être dans les zones où il y a une hyper-épidémie, où on sent que ça circule beaucoup, dire aux gens, on vous isole, et puis vous vous faites tester dans 3-4 jours, là, quand on sera sûr que les tests seront positifs. Je voudrais revenir sur la vaccination. Elle suscite d'énormes espoirs. Que pensez-vous, où en sont vos analyses, vous, en tant que virologue, des vaccins qui existent sur ces variants ? Vous avez commencé à l'évoquer, si on peut avoir un peu plus d'explications là-dessus. D'abord, donc, on revient dans un contexte normal, c'est-à-dire les vaccins, on va parler des variants après, les vaccins ARN fonctionnent particulièrement bien, puisqu'ils protègent à 95% en population générale. Est-ce que chez les personnes âgées, ils protégeront autant ? On a toujours un doute, puisque vous savez que les personnes âgées ont quand même plus de mal à monter une réponse. Mais globalement, ce sont des bons vaccins. Ce sont aussi des vaccins qui sont très sûrs. Bon, il y a de ils sont réactogènes, ce qui montre d'ailleurs que l'organisme répond. Ce sont des vaccins qui sont très sûrs. Il y a disons, la complication la plus importante, c'est le choc allergique, l'œdème de Quincke, enfin toutes les choses qui peuvent être associées à ça, qui est facile à traiter. Donc c'est pour ça que dans les centres de vaccination, il faut bien prévoir ça, bien garder les gens
Bon, allez, hein, on dit un quart d'heure, parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le choc allergique surgit dans les 2 heures qui suivent, et probablement avec des signes avant-coureurs. Donc, en fait, les chocs allergiques, 50% des chocs allergiques surviennent moins d'un quart d'heure après la vaccination. D'où, on garde les gens, on a les seringues d'adrénaline, d'éphédrine pour intervenir. 1 pour 100 000, on dit. Voilà, 1 pour 100 000. 1 pour 100 000, ce qui est un peu plus quand même que pour le vaccin Grippal, 1 pour 1 million. 1,3 pour 1 million. Donc, on a un vaccin, mais parce qu'il est très réactogène, ce qui veut dire qu'il sera efficace. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir 1 pour 100 000. Imaginons même qu'en France, c'est ceux qui font ces chocs décèdent, ce qui n'est absolument pas le cas, hein, puisqu'on aura les moyens ça ferait 600 décès versus 70 000 décès depuis le début de la crise. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, le vaccin est tout bénéfice, très clairement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on craint ? Ce qu'on craint, c'est un échappement par les variants à la vaccination, c'est-à-dire que ces variants, à un moment, la spike pourrait avoir suffisamment muté pour ne plus être reconnue par les anticorps qui ont été obtenus soit sur la souche qui circulait au départ, soit par la vaccination. Et ça, c'est un vrai problème. Vous inquiète sur le virus sud-africain ? Alors, oui, parce que le virus sud-africain a déjà son site antigénique majeur qui est corrompu, qui ne sera pas bien reconnu par les anticorps montés contre la première souche. Et juste un point aussi, c'est aussi pour ça qu'il faut absolument respecter les délais entre les 2 injections. Le fait de vacciner une fois et de retarder la 2e injection, voire de dire une seule injection pourrait suffire, ça favorise des protections incomplètes et ça favorise l'émergence de virus qui vont, exactement comme pour les antibiotiques en fait, hein, quand on ne respecte pas la prescription, eh bien on risque de voir émerger des variants qui échapperont à la vaccination par la suite. C'est ce qui vous inquiète sur ce qui est en train de se passer en Israël ou pas ? Moi j'attends, les questions du vaccin, il faut peut-être les redire brièvement, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on protège contre les formes graves, ça c'est vraiment parfaitement établi. L'intérêt d'un vaccin tel que ce qu'on attend là, c'est aussi de bloquer la circulation du virus. Il faut bien voir que les 2 questions sont liées. Plus le virus se réplique, plus il y a des mutants qui sont générés, donc plus on attend, plus on va augmenter le risque d'avoir des mauvais variants. Il faut comprendre que le vaccin, s'il bloquait la transmission, ce dont on n'a aujourd'hui pas la preuve formelle, on attend toujours beaucoup de cette information-là, le vaccin peut avoir un rôle dans la rupture de cette chaîne épidémiologique. Les 2 questions sont liées. On a la chance d'avoir très tôt le vaccin, finalement, par rapport à ce qu'on a fait avec d'autres vaccins. Quand même, il faut reconnaître que c'est des performances techniques. En 1 an, on a des choses avec des scores absolument formidables. Mais effectivement, on va exercer une nouvelle pression de sélection sur les virus qui circulent. Et de fait, effectivement, on a une angoisse particulière, c'est que plus on traîne, plus des variants d'échappement éventuellement pourront émerger. Donc il faudra surveiller de très très près. Et alors du coup, l'Angleterre qui a reculé à 12 semaines sa 2e injection pour pouvoir vacciner un maximum de personnes, sur quel fondement elle a fait ce choix stratégique ? Je pense que, d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a quand même une pression énorme de la population, qui est plus forte dans certains pays, je pense qu'en France, où on a toujours cette réflexion un peu complexe autour du vaccin, de façon très générale, pas seulement dans cette crise. Mais donc, il y a une pression politique aussi, je crois, et donc, on pouvait penser que c'est quelque chose qui aurait marché. Je pense que c'est quand même une mauvaise stratégie. Je crois qu'il faut protéger au maximum les gens le plus vite. Les mauvaises réponses immunitaires, c'est-à-dire, c'est comme quand on ne respecte pas le dosage d'antibiotiques. Vous voyez, on va faire émerger des bactéries qui vont progressivement. Le virus, c'est pareil face au vaccin. Il n'y aura pas besoin d'accumuler trop de mutations pour échapper à la vaccination. Et donc, on ouvrira quand même la possibilité encore d'aller plus loin en accumulant d'autres mutations. Mais vos collègues virologues anglais sont vent debout contre les politiques publiques aujourd'hui ou pas ? Vous avez des contacts avec eux ? Moi, j'ai des contacts avec quelques Britanniques qui essayent, qui nous disent, parce qu'on leur a posé la question. Il y a un collègue qui est immunologiste en Angleterre, immunologue. Je l'ai contacté, il me dit oui, mais enfin, nous, le pari qu'on fait, c'est qu'en fait, on dit 50% de protection à 3 semaines après la première injection, mais en fait, ce qu'on sait aussi, parce qu'on a l'habitude des vaccins, c'est que ça continue de monter. Et qu'en fait, effectivement, le taux de protection aurait augmenté si jamais on avait regardé non pas à 3, mais à 6 semaines. Donc, ils font ce pari. Alors, moi, je ne suis pas immunologue spécialiste des vaccins, donc c'est un pari. L'idée, c'est que ça continue de grimper et qu'on peut espacer. Je pense qu'il va falloir surveiller ça de très près parce qu'il y a des enjeux. Et l'enjeu du variant vient quand même perturber sérieusement les choses. Sans cette pression, aujourd'hui, on aurait pu effectivement peut-être rééquilibrer les choses. Mais il faut comprendre aussi que cette envie d'espacer les doses, c'est pour des questions de logistique. Si on avait le bon nombre de vaccins, on ne se poserait pas aujourd'hui la question. Donc ça, c'est aussi un problème. Comme d'ailleurs se pose le problème, on l'entend dire, je choisis mon vaccin, puis alors je fais une injection avec l'un, la 2e injection avec l'autre. Alors ça c'est pas du tout à faire. Et les fabricants de vaccins vous disent, attendez, nous on s'engage à ce que ça marche si vous suivez le protocole. J'étais si hier, vous en écartez, avec le professeur Bréchot, qui est quelqu'un qui compte dans le monde de la virologie. Lui, il dit, il va plus loin que vous, dans l'autre sens. Il dit, moi, je me ferais bien faire un coup de
de Moderna pour commencer et le AstraZeneca derrière, parce que comme ça, on va avoir les deux types d'immunité. Et il demande qu'il y ait très vite des études là-dessus. Ce que je dois dire, c'est que les deux types d'immunité, je suis surpris, puisque dans tous les cas, c'est une immunité contre la spike. Je pense peut-être, à moins que Christian Bréchot ait des informations que je n'ai pas, je ne vois pas... Alors, je ne vois pas vraiment de différence d'immunité. Non, il y aura une différence majeure, en revanche, entre les vaccins injectables et les vaccins intranasaux, exactement, qu'on est en train de... alors, ils sont encore très préliminaires. Et ces vaccins-là, il faudra les garder à l'œil, de toute façon, quoi qu'il advienne, et même s'ils arrivent tard, parce que du coup, ils stimulent une immunité mucosale qui est quand même celle qui nous intéresse pour empêcher la transmission. Donc ça va être très intéressant à surveiller, à mon avis. Avant de revenir sur les gestes barrières, je voulais vous demander, vous qui êtes virologue, si les médicaments antiviraux, il faut quand même continuer à suivre, parce que l'industrie pharmaceutique a quand même résolu l'épidémie de sida grâce à des antirétroviraux qui fonctionnaient bien. Là, on voit. Alors, vous souriez tous les deux. Là, c'est... Alors, explique pourquoi ça te fait sourire. Non, moi, ça me fait sourire. Parce que d'abord, on a résolu le problème en 15 ans à peu près, quand même. Début de l'épidémie du sida, début des années 80. Et on résout le problème. On transforme une maladie qui était mortelle en une maladie chronique, avec quand même toujours des gens qui meurent. Mais globalement, la trithérapie, effectivement, ça a changé la donne. Mais attention, sur le sida, tous les médicaments qui sont utilisés sont des médicaments. Il n'y a pas un médicament qui existait avant, sauf peut-être l'AZT qu'on n'utilise plus, mais ce sont des médicaments qu'on a développés spécifiquement contre les protéines du virus. Mais après, il faut tester leur toxicité. Il y a un très grand... Regardez comment on a fait avec la vaccination. Vous êtes Non, vous êtes un de ceux qui m'avait dit 5 ans minimum pour faire un vaccin. Là, vous avez... Oui, c'est vrai que moi je pensais qu'il aurait fallu plus de temps, je le reconnais. Bon, bah alors pareil, mais on n'a pas encore vacciné tout le monde. Je veux dire, quand on aura les doses et tout, bon, je vais pas. Non, mais pourquoi ? Non, mais attention, il est facile de screener des molécules qui vont être efficaces en culture de cellules. Première étape. Après, les modèles animaux. Par exemple, il y a des choses qui marchent très bien dans le hamster et qui ne vont pas du tout marcher chez l'homme. Donc ça pose un premier problème. On teste ensuite sur des primates non humains. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais là, c'est un budget illimité. Là. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que pour presque un millier de molécules qu'on va trouver dans un screen, dans un test, il va y en avoir une qui peut-être arrivera. Le nombre de molécules antivirales qui se sont arrêtées parce que pas efficaces, c'est vraiment terrible. Vincent, non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Alors en fait, il y avait deux stratégies. Au départ, il y a la stratégie du repositionnement. Le repositionnement, c'est effectivement essayer de se dire on gagne un peu du temps sur des molécules nouvelles qu'on crible au hasard. Bon, nous, on a la chance dans l'équipe d'avoir une molécule qu'on a identifiée en culture cellulaire. Et c'est tout à fait vrai ce que tu viens de dire, Yves. C'est qu'effectivement, en culture cellulaire, ça a l'air de marcher. Après, il faut passer à l'étape d'après. Alors celle-ci, comme elle est en repositionnement, comme c'est une molécule qui est déjà une molécule utilisée par ailleurs avec un large champ d'application, on a pu passer dans des essais cliniques. Et là, cet essai clinique, aujourd'hui, on va arrêter de le faire pour une raison simple. C'est que bon, alors après, c'est un débat qu'on a eu avec les collègues cliniciens. Je pense qu'en fait, le bon antiviral, c'est un antiviral qu'il faut donner très tôt. Or, aujourd'hui, on obtenait, et quand on a lancé les essais cliniques, on obtient des autorisations pour des gens qui, au contraire, étaient dans une situation très difficile. Or, aujourd'hui, avec les dexaméthasone, la prise en charge des patients, on nous dit, finalement, c'est peut-être moins urgent de tester un antiviral dans une phase terminale. Mais évidemment, de toute façon, c'était pas une bonne idée au départ. Il faut tester les antiviraux et regarder s'il y a un effet sur la charge virale, sur des gens au début de l'infection. Après, c'est un problème immunopathologique. Le virus, je pense, a une contribution mineure dans l'aggravation de la maladie. On va faire un petit retour en arrière. Vous êtes des hommes de l'avenir, les virologues, mais aussi vous utilisez les méthodes pour battre contre les virus qui datent du Moyen-Âge. Parce que votre arme... C'est le politique qui dit. Non. Vous dites depuis le début, attention, le masque, se laver les mains, le confinement... Parce qu'on n'a pas de vaccin, pas de molécules, et qu'on est confronté à une maladie qui est quand même très létale. Peut-être la grande différence entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, c'est qu'on comprend aujourd'hui pourquoi il faut isoler. Au Moyen-Âge, on y allait un petit peu... Vous avez compris aussi. On y allait... Ah non, il savait que l'isolement marchait, il ne savait absolument pas pourquoi. C'est déjà un peu comprendre. Il faut rendre hommage à Pasteur et aux scientifiques qui ont démontré derrière le rôle des microbes dans les maladies. Alors après... Ces méthodes-là marchent depuis le Moyen-Âge, autant les garder. Au Moyen-Âge, il n'y a pas eu de vaccin en l'espace d'un an. Il n'y avait pas de projet sur les antiviraux. Il n'y avait pas la dexaméthasone. Donc heureusement, je pense qu'il y a un dialogue. Alors si on file la comparaison avec la grippe, il n'y a pas beaucoup de médicaments antiviraux qui marchent sur la grippe. Est-ce que sur le aucun, puis le remdesivir vient encore de faire l'objet d'un retrait, je crois. Et le vaccin, est-ce qu'on va être confronté au coronavirus de manière équivalente à celui de la grippe ? Ça sera
tous les ans, pas tous les ans Moi, j'ai l'impression qu'on en prend le chemin. Oui, parce que les coronavirus, ça s'installe dans les populations humaines. Et donc, c'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure d'éventuellement fermeture des frontières, la grosse question, c'est pour combien de temps on va les fermer si on commence à rentrer là-dedans. Mais alors pourquoi le SARS-CoV-1 et le MERS ont disparu? Ah. Quelle est la différence entre le cheminement de ces deux virus Le MERS n'a pas disparu. Oui, bon, enfin, on a tout. Non, mais le MERS n'est pas tellement contagieux. Donc on a la chance. Quand les gens attrapent la maladie, ils la transmettent pas trop. En revanche, le SARS-CoV, il y a deux choses qui ont joué. La première chose, c'est que les Chinois, quand même, il faut se rappeler qu'ils avaient pris aussi des mesures et que ça leur a coûté 3 points de croissance, je crois, en 2003, parce qu'eux, ils avaient vraiment fait. Voilà. Et puis, en fait, il est probable qu'avec le SARS-CoV-1, on n'avait pas. Je pense que les gens qui étaient asymptomatiques ne transmettaient pas. Donc, en fait, on n'avait pas ce problème des asymptomatiques qui nous plombe. Je veux dire, il y a. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-1, c'est que ce qu'on voit globalement, c'est que les gens tombaient malades, avaient de la fièvre et ensuite transmettaient. Donc, finalement, avec des mesures relativement simples de surveillance de température, blocage aux frontières, isolement, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui et les mêmes qu'au Moyen-Âge à la température près, on a réussi à juguler quand même. Aujourd'hui, on peut être surpris. C'était en 2003, ça fait donc il y a 17 ans, 18 ans maintenant, on a l'impression qu'avec beaucoup plus de connaissances, on n'y arrive pas. Mais tu viens tout à fait de le dire, c'est central. C'est qu'il y a 50% d'asymptomatiques, à peu près, donc des gens qui contaminent, mais qui ne le savent pas. Et puis, même ceux qui sont symptomatiques commencent à contaminer 2 jours avant les signes cliniques. Donc, du coup, le contrôle de température, c'est gentil, mais c'est déjà depuis les gens qui vont avoir une température élevée, ça fait déjà 48 heures qu'ils contaminent leur entourage. C'est ça les trous dans la raquette. Et ça, on peut rien y faire. Bon, d'ailleurs, si certains médecins et du grand public doutaient de l'efficacité des gestes barrières, on doit dire que cette année, pas d'épidémie de grippe, pas de bronchiolite et pas de gastroentérite. C'est une belle démonstration. Oui, c'est une belle démonstration. Et ça montre aussi donc que le masque en tissu, qui est quand même un peu controversé à l'heure actuelle, a quand même protégé. À condition, bien sûr, de bien porter le masque, encore une fois, le nez bien à l'intérieur. Et faire ceinture et bretelles comme Joe Biden avec 2 masques et la vaccination. Non, parce que le masque, attendez, là c'est un point très important. Je crois qu'il faut bien dire aux gens que la vaccination n'empêche pas le port du masque. Et d'abord parce que tout le monde n'est pas protégé après une vaccination. Et donc il faudra garder le masque tant que l'épidémie sera encore en circulation sur le territoire. Même si vous avez été vacciné, vous ne connaissez pas votre statut immunitaire. Un point important, je pense aussi que le fait qu'on limite les épidémies de grippe, de bronchiolite et tout ça cette année, il faudra faire très attention dans les années qui viennent parce qu'on va avoir une population qui va être immunitairement vierge au niveau de la grippe. Donc, si on ne se revaccine pas contre la grippe l'année prochaine, grosse épidémie de grippe. C'est envisageable, oui. C'est-à-dire qu'il va falloir... pas forcément, ça ne sera peut-être pas aussi radical que ça, mais au fil du temps, oui, ça va avoir un impact, c'est clair. Le message d'Yves, encore une fois, il a tout à fait raison. Sur les masques, et je crois qu'il faut vraiment indiquer qu'il vaut mieux porter un masque en tissu correctement qu'un masque chirurgical qu'on a porté 10 heures d'affilée qui est détrempé. Et les 2 masques, vous n'avez pas répondu. Alors le problème, là encore une fois, le problème c'est que plus on va compliquer, déjà on a du mal, vous voyez que, moi je regarde les gens, souvent le masque on le met un petit peu en dessous du nez parce que finalement c'est un peu plus facile. Donc déjà, si les gens mettaient correctement le masque et se disaient au bout de quelques heures quand mon masque est détrempé, il faut vraiment que j'en change. Si on utilisait correctement le masque, on n'aurait pas ces débats sur j'en mets 2, j'en mets 3. Parce que plus ça va être compliqué, moins les gens vont le suivre. Et c'est clair aussi. Et respectons les distances aussi. Ça, c'est très important. Tout à fait. Le masque et les gestes barrières sont installés pour des années alors. C'est une société qui va se transformer après. Comme les Asiatiques. Si vous vous promenez en Asie, oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous vous promenez en Asie, les gens font attention. Alors après, on verra bien selon les contextes. Quand il fait chaud, il faudra faire attention. Quand il fait 30 degrés, le masque, on a vu que c'était compliqué. Donc s'il y a 30 degrés plus de virus, c'est peut-être pas pertinent. Tous les hivers, pour se protéger des prochaines grippes, voire des prochaines épidémies de coronavirus. En Chine, on a fait ce choix-là. Dans d'autres pays d'Asie, on a fait ce choix-là. Bon, là, c'est pas le virologue qui parle. Je pense que ça va quand même changer le rapport aux gens. Ouais. Alors j'avais envie de vous poser quelques petites questions à réponse courte en général sur les virus. Une question qui me passe par la tête, le virus avant ou après l'apparition de l'homme sur notre planète ? Non, mais les virus ont tout le temps accompagné le vivant. Donc il y avait des virus il y a probablement dès le début de la vie. C'est des éléments de génome qui acquièrent leur autonomie. Donc il y a tout le temps eu des virus. Mais il fallait de la vie pour qu'il y ait du virus. Ah, absolument. Une des définitions, c'est que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Ouais. Donc tel qu'on définit aujourd'hui les virus, il faut qu'il y ait une cellule en face. À la différence de la bactérie qui, elle, existait probablement. Alors, on a des bactéries intracellulaires il y en a quelques-unes, mais la plupart des bactéries vivent leur vie plus ou moins en interaction avec leur hôte, ou pas du tout d'ailleurs. L'homme peut se développer sans virus ?
C'est une bonne question. Alors, on sait que les virus ont joué un rôle dans le développement de l'homme, notamment certains, ce qu'on appelle des endorétrovirus, c'est-à-dire des virus un peu comme de la famille du VIH, qui se sont intégrés dans nos génomes, ont permis de faire évoluer la fonction placentaire. Donc, on sait que le placenta a évolué en particulier grâce au virus. Et un autre point concernant les virus, c'est qu'on sait qu'ils ont façonné notre génome. C'est-à-dire que l'exposition répétée des populations européennes à la variole, à la rougeole, enfin d'ailleurs pas que européenne, variole, rougeole, et d'autres maladies aussi comme la peste, mais là qui ne sont pas des maladies virales, ça a fait qu'on a sélectionné des défenses, en particulier au niveau de l'immunité innée, dans notre organisme. Donc notre génome a été modifié par nos expositions à variole, grippe, rougeole, sur des... Alors, pour l'avenir, les virus, plus nocifs que les bactéries ou l'inverse? C'est difficile de jouer à qui est plus grave que l'autre, c'est une question de contexte. Il y a des bactéries, il faut comprendre quand même qu'il y a des bactéries globalement assez banales, qu'on sait même soigner avec des antibiotiques, qui sont dramatiques, ça dépend du contexte. Regardez le choléra, quand le choléra arrive dans une population où les gens n'ont pas d'antibiotiques, pas moyen de se protéger, c'est dramatique. Donc ça, c'est toujours difficile. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'origine de l'homme. Ce qu'on sait, c'est assez intéressant, c'est que les épidémies, elles sont apparues probablement à partir du néolithique. C'est encore une théorie qui circule pour des raisons évidentes. C'est qu'au néolithique, les populations qui se promenaient se sont regroupées. Donc, et on a domestiqué les plantes, domestiqué les animaux. On a donc rapproché les animaux des maisons et les populations ont augmenté en taille. Et pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait des tailles suffisantes. Et on pense que les grandes épidémies sont liées à l'augmentation de la taille des populations et aux voies de circulation. Quand les Romains en Europe ont fait des routes, les virus ont suivi les personnes et se sont déplacés. Et c'est ça aussi qui a fait diffuser les grandes épidémies à travers l'Europe. C'est ce qu'on appelle le cluster de Lascaux et de Pompéi, si je comprends bien. Les virus qui apparaissent aujourd'hui, c'est des vieux virus réactivés. On dit que le virus du sida était très, 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 très vieux. Et... Je sens que ça démange, allez, je te la laisse, c'est là. Non, en fait, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que finalement, à chaque fois qu'on découvre un nouveau virus chez l'homme, il appartient toujours à une famille qui est connue. On découvre des nouveaux flavivirus, comme le virus de la dengue, qui existait déjà, mais on va découvrir Zika, par exemple, ou le chikungunya aussi appartient à une famille de virus connus. Et les coronavirus, c'est connu chez l'homme. Mais néanmoins, on est sur des nouvelles souches, parfois d'ailleurs très très divergentes, mais on identifie très vite la famille, mais on constate que c'est des nouveaux virus qui ne circulaient pas chez l'homme avant. Alors, qui sont chez l'animal en fait. Oui, on va y venir chez l'animal, mais la grippe espagnole, qui n'avait rien d'espagnol, a tué plus que la Première Guerre mondiale. On retrouve des cadavres congelés en Alaska, de gens dont on sait qu'ils sont morts de la grippe espagnole. Le virus est toujours là et actif ou pas? Non, pour la grippe espagnole, non, parce que c'est un virus ARN, et l'ARN est extrêmement instable. En revanche, ce qu'on craint, c'est dans le permafrost sibérien, des gens qui seraient morts de la variole, parce que le virus de la variole est quand même extrêmement stable. Donc voilà. Et on le conserve, lui, pour faire des... Parce qu'on se dit c'est stupide de garder ce virus, sauf quand il y a deux pays, historiquement, il n'y a que deux pays qui l'ont. L'URSS, l'ex-URSS et les États-Unis. C'est ce qu'on dit, oui. Et c'est parce que c'est pour faire des vaccins? Ou pour faire une arme de guerre? Alors surtout pas, parce que c'est vraiment ça serait une très mauvaise idée, puisque pour le vaccin, on a un très très bon vaccin contre la variole, qui par chance est un vaccin qu'on appelle la vaccine, qui n'a rien à voir avec le virus de la variole. C'est un virus qui vient chez l'animal. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu en produire des quantités industrielles. Donc c'est pas pour faire des vaccins qu'on garde la variole. Je pense qu'au moment, vous savez que la variole a été éradiquée officiellement en 1979, et on s'est entendu, mais le contexte géopolitique était particulier, en disant ça serait dommage de le gâcher, de le jeter, parce qu'on perd une information importante. Et comme par hasard, deux pays qui étaient un petit peu en porte-à-faux, on fait des stocks. Voilà. Concernant la variole, le fait que maintenant les gens sont plus vaccinés, attention, le vaccin contre la variole était quand même un vaccin costaud. C'est un vaccin costaud. Là, on était sur de la réaction solide. Mais par contre, concernant la variole, au moment où les gens ne sont plus vaccinés contre la variole, ce qu'on voit émerger, c'est de temps en temps, en Afrique, des épidémies de variole du singe qui passent chez l'homme et qui sont aussi très mortelles chez l'homme. Alors, vous êtes virologue, mais vous êtes polytechnicien aussi. Ça veut dire que vous auriez pu faire votre carrière dans l'armée. Est-ce qu'il y a des confrères à vous qui sont virologues et qui travaillent sur des virus armes de guerre? Ah non. Alors, en France, non, mais c'est sûr qu'il y a des services de santé des armées. C'est pas naïf. Non, c'est absolument interdit. Mais en France... Non. En France, au moins je peux garantir pour la France et probablement les pays européens qu'on connaît, nos voisins. Les États-Unis disent le contraire. Non, mais à l'heure actuelle, il est évident qu'il y a des recherches sur des virus qui sont dangereux parce que, par exemple, le virus d'Ebola, toutes ces choses-là, peuvent être potentiellement rencontrés sur les terrains opérationnels. Et donc, il faut qu'on ait éventuellement soit des médicaments qui peuvent être un peu costauds, parce que c'est quand même des soldats qu'on a. Vous ne croyez pas à la recherche non. Parce que sur l'origine du virus, là,
La Chine, on n'a encore aucune Alors, preuve. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même qu'il y a des armes beaucoup plus efficaces que ça. C'est pas celle-là, facilement... elle est pas mal. Hein. Non. Attendez, non, je vous arrête tout de suite. Regardez, avec un virus, imaginons que la Chine ait décidé de ce virus, l'économie mondiale est à genoux, l'économie chinoise ne s'est jamais aussi bien portée, donc voilà une arme de guerre qui fait pas... Ça leur a coûté des millions de morts. Enfin, ça va coûter au final à la planète moins des millions de qu'une guerre. morts. Ah oui, mais Non, mais l'intérêt quand même... Moi, je suis pas un géostratège voilà. Ceci dit, l'intérêt d'une arme, c'est qu'elle soit ciblée, qu'on la prenne pas dans le nez. Alors, les armes biologiques, en règle générale, il y a eu le débat avec le charbon il y a quelques années, quand on la militarise, il faut être sûr qu'on est protégé en face. Sauf si on invente le vaccin bien avant tout le monde. Visiblement, c'est pas le cas. C'est pas... Parce que le Sinovac, il n'est pas... Mais je pense qu'encore une fois, je pense qu'il faut se méfier aussi. Il y a quand même un petit peu... Moi, ce que j'ai vécu, c'est quand même dans pas mal de débats autour de cette question-là, c'était la supériorité de l'Occident sur la Chine, qui est quand même considérée encore un petit peu, vu par les Occidentaux, comme un pays... bon. Mais globalement, non, la Chine a pu appliquer des mesures qu'on n'oserait même pas prendre en France. Et ça, c'est évidemment en période d'épidémie, je ne sais pas comment il faut le formuler, parce qu'on est déjà dans une situation complexe, mais les dictatures sont plus armées. Revenons à la barrière d'espèces et aux espèces. Alors bien sûr, le pangolin a été incriminé, on parle du vison maintenant. On en est où réellement des recherches et du savoir sur l'origine de ce SARS-CoV-2 ? Alors, ce qu'on sait, il y a plusieurs choses qu'on sait. Je voudrais revenir. Première chose, c'est que le virus a une origine naturelle. Tous les débats sur l'apparition d'un nouveau site de clivage, en fait, on a trouvé des souches qui circulaient dans la nature qui avaient déjà ce site de clivage. Donc, le virus a une origine naturelle. L'hôte intermédiaire, parce qu'on sait qu'il y a des virus, dans la chauve-souris, il y a plein de coronavirus, et pas que ça d'ailleurs, qui sont susceptibles de passer à l'homme, mais souvent il faut un hôte intermédiaire, parce que heureusement la chauve-souris est suffisamment différente de l'homme pour que, voilà. L'hôte intermédiaire, on ne le connaît pas, on craint effectivement les mustélidés, c'est-à-dire visons, furets. Ça pourrait être, encore une fois, un vivéridé, c'est chiens vivérins et civettes. Ça, c'est pas exclu du tout. Il peut même y avoir eu, peut-être, un virus de chauve-souris qui a réussi à passer. Ce qu'on sait, c'est que dans les campagnes chinoises, il y a eu des campagnes, dans les campagnes chinoises, les gens qui sont allés regarder pour le statut sérologique des gens vis-à-vis de virus qu'on trouve dans les chauves-souris. Et il y a, je crois, on trouve un peu moins de 1% des gens qui portent des anticorps contre ces virus-là. Ça veut dire qu'ils sont régulièrement exposés à ça. Donc tant que le virus ne se transmet pas en interhumain, il n'y a pas de souci. À partir du moment où il y a un passage interhumain qui commence, il y a une adaptation et on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc le furet et le vison sont pointés du doigt parce qu'effectivement on sait que ce passage se passe. Mais c'est important de le savoir, de le connaître, parce que d'après ce que vous nous dites que ça sera difficile d'en connaître. Déjà d'un point de vue politique, c'est essentiel. On voit que c'est quand même la Chine et l'Occident ont un rapport difficile sur cette question-là. Il y a une enquête qui va être commissionnée, mais alors un an après, on se demande ce qu'ils vont pouvoir découvrir s'ils vont dans le laboratoire P4 de Wuhan. Je pense qu'il n'y en a pas besoin, il faut être raisonnable, il n'y a pas besoin d'invoquer des hypothèses anthropiques, c'est-à-dire l'intervention de l'homme, pour trouver des hypothèses alternatives raisonnables. Donc je pense qu'il faut le faire de façon objective, ne jeter a priori aucune hypothèse, mais se dire qu'on a accumulé suffisamment d'éléments pour se dire que l'hypothèse naturelle, on pourra l'expliquer. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse raisonnable. Alors, vous ne nous donnez pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais moi, je vous en donnais une très mauvaise. Cette émission, elle est finie dans quelques instants. C'est une des premières fois que je n'ai pas réussi à poser toutes les questions. Ça ne veut pas dire que vous êtes trop bavard, mais que vous êtes passionnant. Donc, déjà, je peux vous dire, si Nicolas est d'accord, je pense qu'on va être obligé de les faire revenir. Hein. Avec grand plaisir. Mais quand même, je voudrais terminer parce qu'on a vu que la course contre l'épidémie, c'était aussi d'être bien renseigné. C'était de savoir avant les autres. Or, on s'est aperçu que nous, nos chiffres, c'était entrer à l'hôpital, voir les morts. Donc, c'est quand même pas des bons marqueurs. Alors, Nicolas, vous savez qu'on a un des créateurs du réseau Aubépine. Oui, non, mais ne riez pas, parce que effectivement, la première fois que j'ai entendu parler, il y a 1 an, dans l'émission d'Yves Calvi, il y a pu y avoir quelques sourires, alors qu'aujourd'hui, on est même en train de vous piquer la méthode. Dites-nous ce que c'est qu'Aubépine. Alors, Aubépine, c'est l'Observatoire épidémiologique des eaux usées. Donc, c'est parti d'une idée qui est bête comme chou, en fait. On n'a rien inventé sur l'idée, ça, faut quand même être clair. C'est que certains virus se retrouvent dans le tube digestif, et dès lors, et d'ailleurs pas que des virus, des bactéries, des parasites, et que dès lors, ils finissent dans les égouts, ils finissent dans les stations d'épuration. Donc, en fait, le constat était simple, c'est que quand les premières publications
vérification en Chine, on dit, écoutez, on retrouve du virus dans le tube digestif de certains patients. On se dit, écoutez, nous, on a moyen de vérifier dans les eaux usées ce qui se passe. Donc, on l'a recherché, on l'a trouvé. Et puis, on a très vite dit, ça, je crois que c'est une originalité des travaux qu'on a fait en France, on a très vite dit, le détecter, ça ne va pas suffire, il faut le quantifier. Parce que donc ça, c'est excessivement difficile d'un point de vue technique, ça a l'air trivial, mais c'est très compliqué. Mais la quantification de ce virus dans les stations nous indique, en fait, le niveau de circulation sur le territoire. Et ce qu'on a pu démontrer de proche en proche, c'est qu'en fait, maintenant qu'on a des données un peu consolidées, on est même en avance, effectivement, sur un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle individus centrés. Alors, pour des raisons simples, en particulier, c'est que quand vous avez, comme cet été, une circulation qui se fait chez les jeunes, donc des gens qui ne sont pas symptomatiques, qui ne vont pas aller se faire dépister, qui ne vont pas à l'hôpital, et bien évidemment, ils vont néanmoins aux toilettes, on peut l'espérer en tout cas, et donc du coup, on retrouve leur virus dans les eaux usées. Donc, ne serait-ce que sur des contextes épidémiologiques particuliers, on a montré qu'on avait 3 semaines à 1 mois d'avance. Mais vous pouvez le faire de façon très, très, très ciblée. C'est-à-dire que vous êtes capable, à la sortie d'une barre d'immeuble, de dire l'immeuble est plus contaminé que celui Tout à fait. Alors, nous, on l'a développé parce que là, on est donc soutenu par le ministère de la Recherche à hauteur de 3,5 millions d'euros, ce qui est quand même un effort considérable pour développer un réseau national de surveillance. Ça, on est en train de le stabiliser. On valide des méthodes. Ça reste un projet de recherche. Donc, ce qui importe, nous, c'est qu'on partage les informations, qu'on comprenne ce qui se passe avant de dire que ça marche. Voilà. Le système est au point pour faire de la surveillance. Alors, tout dépend de la question que vous posez. Vous pouvez la poser à l'échelle d'un territoire. Donc, les stations d'eau usée sont la bonne échelle. Au niveau d'un quartier, là, la bonne échelle, c'est les égouts. Voire au niveau des toilettes des gens, on peut même faire de l'écouvillonnage rectal. Alors, on a un peu de mal. On a essayé. Ça n'a pas eu, je dois dire, un grand succès. Mais on sait que, par exemple, les gens sécrètent du virus dans leur selle jusqu'à 4 à 6 semaines. Donc, bien après que le virus ait disparu de la sphère ORL. Donc, on pourrait imaginer de se saisir de cet outil-là. Bon, on a essayé. Ça n'a pas un succès. Vous êtes content d'avoir eu 3,5 millions. Je vous signale que Monsieur Bancel, qui a quitté la France pour faire Moderna, a eu $1 milliard en une nuit. Donc, ça veut dire qu'il faut financer cette recherche-là. C'est pas très cher en plus. Il faut soutenir toutes les recherches. Là, je voudrais vraiment. C'est important que le dialogue entre médecine et science se rétablisse de façon sereine, bien comprendre qui fait quoi. Le rôle des scientifiques, alors Yves pourra commenter, c'est de poser des questions avant d'apporter des réponses. Le rôle du médecin, c'est d'apporter des réponses parce qu'en face, vous avez un malade. Donc il faut qu'on travaille de façon plus intelligente. Et sur ces problématiques, finalement, on vient de le dire, on a affaire à des virus qui sont dans l'environnement, qui sont chez les animaux et chez l'homme. Et il faut avoir une vision globale. Alors ça, c'est un concept aujourd'hui qu'on appelle le One Health. Et il faut y travailler aujourd'hui. Vous êtes capable de savoir s'il y a des variants maintenant Alors on travaille depuis mi-décembre sur les variants dans les eaux usées. On va essayer, là, on est en train de confirmer un certain nombre de choses, mais on va probablement communiquer là-dessus assez vite. Mais je repose ma question. Est-ce que c'est un outil de surveillance épidémiologique qui peut être, qui est d'ores et déjà utilisé ou qui va l'être bientôt? On a eu du mal à se faire entendre. Donc aujourd'hui, on produit les données. La question, c'est, on le dit, on l'a dit, là, on a dit début janvier en Ile-de-France, ça remonte. Voilà, on le dit. Alors après, que faire? Les gens nous disent oui, mais enfin, l'hôpital, c'est pas la cata. Pour le moment, c'est l'intérêt d'un outil prédictif. C'est un outil prédictif qui marche, qui est très très bien. Je suis bien placé pour vous le dire, mais qui n'est pas encore pris comme un des outils de référence. On ne voyait pas le professeur Salomon dire le taux de virus dans vos selles était hier à Livry-Gargan de temps. Non, donc, l'idée, faut être humble. Je crois qu'il faut être humble. Ça a beaucoup manqué à cette crise. Il faut être humble et dire que c'est un indicateur, mais ce qui importe, c'est une agrégation d'indicateurs précoces. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des indicateurs précoces pour pouvoir prendre les mesures, préventives nécessaires et à temps, parce que ce dont on s'est aperçu dans l'épidémie, c'est que les mesures préventives étaient prises parfois avec retard, avec les conséquences qu'on connaît. Le 22 janvier, Aubépine vous dit c'est en train de remonter. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que Vincent Maréchal qui a parlé, donc je vais vous laisser faire conclure, mais vous êtes fier quand même de connaître Vincent Maréchal? On se connaît depuis des années. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que Aubépine, s'il y a un projet, moi je n'ai aucun intérêt là-dedans, moi j'ai quand même été impressionné quand j'ai vu cette idée-là, parce que pour moi, de là à penser même qu'on allait retrouver du virus, je me disais, on a déjà du mal à détecter le virus sur un individu, le retrouver dans les selles qui sont quand même assez diluées dans les égouts. Moi, je trouve ça. J'aurais pas essayé, et je trouve que c'est une excellente idée et qui est du coup très utile en plus. La science avance. Allez, on conclut. Nicolas, après une émission comme ça, rassuré ou inquiet? Moi, c'est brutal et c'est plutôt la question que j'aurais envie de vous poser, parce que moi, que j'ai cette réponse, ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez-y, vous gênez pas. Conclusion. À ce stade-là de l'épidémie, Yves, rassuré ou inquiet? Alors, en un mot. Alors, en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis un petit peu inquiet. Je pense qu'on va passer un très mauvais hiver. Après, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter au-delà de l'hiver. Je ne sais pas ce qui va se passer cet été, si les vaccins vont protéger, s'ils seront là. Mais voilà, j'espère qu'au beau jour, on retrouvera une vie un peu normale. Mais
Un petit peu d'optimisme. Jusqu'ici, l'homme a toujours gagné la guerre contre le virus. On a gagné, non, en général, le virus a toujours fini. Alors, le seul contre lequel on a vraiment gagné, c'est la variole. Hein. Mais enfin, et ça, c'est. Et le virus de la poliomyélite. Tu as raison. Bah, bon, alors. Oui, mais on va en parler. On va en parler. L'homme est toujours sur Terre, même si les virus. On a toujours un coup de retard hein, sur les virus. Ça, faut quand même. Ça, on choisit oui. pas. Hein. Bah oui. Non, moi, je suis pas inquiet, mais je dis que la peur n'évite pas le danger. Donc, je pense que de toute façon, qu'on soit inquiet ou pas, ça va rien changer. En revanche, je suis plus inquiet, ça, je dois le dire, depuis qu'on commence à parler des variants, parce qu'on avait l'impression, et c'est peut-être un effet de fatigue, qu'on quand même, on progressait, on gagnait du terrain sur le virus. Et là, ça rebat les cartes et on est fatigués tous. En tous les cas, une des conséquences, c'est de donner la parole aux virologues. Donner la parole à des virologues aussi compétents que vous, c'est un plaisir. Donc, je vous remercie pour cette émission. Merci de votre amitié. Vous reviendrez. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.